Bienvenue à vous tous. Nous nous retrouvons pour la 4e émission de cette série consacrée au calcul différentiel et intégral. Nous abordons aujourd'hui le très important concept de continuité d'une fonction. L'idée de base est très simple. Si lorsque x tend vers x0, la fonction possède une limite coïncidant avec sa valeur, on dira que cette fonction est continue en x0. L'être humain semble posséder un sens inné de la continuité, parce que beaucoup de phénomènes physiques, se déroulant dans le temps, lui apparaissent précisément comme continus. Il en est ainsi, par exemple, du cheminement d'un train ou du mouvement d'un ascenseur. Nous allons, dans cette émission, définir rigoureusement la notion de continuité d'une fonction et étudier certaines propriétés des fonctions continues. J'ai toujours avec moi en studio 3 de mes étudiants, Jonas, bonjour Jonas, Shadi, bonjour Shadi, et Bardia. Bonjour monsieur. Bonjour Bardia. Êtes-vous prêt à découvrir un nouveau concept du calcul différentiel? Oui, bien sûr. Alors allons-y. Sans perdre de temps, voyons tout de suite le plan de cette leçon qui est intitulée « Continuité des fonctions ». Dans un premier bloc, nous donnerons la définition de la continuité en un point x0. Le deuxième bloc sera consacré à la discontinuité d'une fonction. Dans le troisième bloc, nous parlerons des opérations algébriques sur les fonctions continues. Le quatrième bloc est intitulé « Fonctions continues usuelles ». Et enfin, dans le dernier bloc, nous verrons les propriétés des fonctions continues dans un intervalle fermé borné AB. Eh bien, voyons tout de suite tout le mystère de cette notion de continuité d'une fonction et regardons la définition formelle de la continuité en un point. Définition 1. Soit E sous-ensemble de R, F sous-ensemble de R, petit f une fonction de E dans F, et x0 appartenant à E, un point intérieur à E, c'est-à-dire tel que x0 moins alpha, x0 plus alpha, soit contenu dans E, pour un alpha positif. Alors, on dit que la fonction f est continue au point x0, ou continue en x égale x0, si et seulement si la limite de f de x quand x tend vers x0 existe et limite de f de x quand x tend vers x0 égale f de x0. En symbole, on écrit f continue en x0 si et seulement si, pour tout epsilon positif, il existe delta positif tel que, pour x appartenant au domaine E, et valeur absolue de x moins x0 inférieure à delta, on a valeur absolue de f de x moins f de x0 inférieure à epsilon. Je voudrais maintenant expliquer un petit peu le contenu de cette définition qui est longue et assez compliquée. Elle contient en fait 3 propriétés importantes que je vais énoncer au tableau. Tout d'abord, on suppose que f de x0 existe, c'est-à-dire que le point x0 appartient au domaine. La deuxième condition, c'est que la limite de f de x, quand x tend vers x0, existe également. Et la troisième et dernière condition, c'est qu'il y a égalité entre la valeur et la limite de la fonction, donc on peut écrire limite de f de x quand x tend vers x0 égale f de x0. Bien sûr, si l'on pense à la définition d'une limite, on peut utiliser tout le symbolisme habituel, c'était fait dans la définition formelle, ça veut dire que pour tout epsilon positif, il existe un delta positif tel que si x appartient à E, le domaine, et si valeur absolue de x moins x0 est inférieure à delta, alors on a valeur absolue de f de x moins la limite, mais la limite cette fois-ci c'est f de x0, inférieure à epsilon. Observez qu'on n'a plus besoin de la condition valeur absolue de x moins x0 strictement positif, puisque x maintenant a très bien le droit d'être égal à x0, puisque la fonction est définie en x0. Sur le plan graphique, pour rendre ceci plus complet,
j'ai tracé au tableau 1 une fonction, appelons-la la fonction f, et considérez par exemple un point sur le graphe, ce point-ci, que j'ai marqué en très, très prononcé, appelons l'abscisse de ce point x0, et bien sûr l'ordonnée sera f de x0. Eh bien, si vous vous rappelez ce qu'on a dit sur les limites, et en particulier de notre petite astuce avec les deux mouches qui viennent de deux directions opposées, ces deux mouches vont se rencontrer au point d'impact qui est juste ici, à l'altitude f de x0. Ça veut bien dire qu'il y a une limite et que cette limite est égale à f de x0. Donc voilà graphiquement ce qu'il faut retenir essentiellement de cette notion de continuité en un point. Passons maintenant à un autre concept voisin de continuité, celui de continuité à droite. Voyons la définition formelle de la continuité à droite. Soit E contenu dans R, F contenu dans R, et petit f une fonction de E dans F, et soit x0 appartenant à E, un point intérieur à E, ou un point frontière de E, tel que x0 plus alpha, soit contenu dans E pour un alpha positif. Alors, on dit que la fonction f est continue à droite au point x0, ou en x égale x0, si et seulement si la limite à droite, limite quand x tend vers x0 plus de f de x, existe, et limite de f de x quand x tend vers x0 plus égale f de x0. Voilà pour cette définition que je vais également résumer brièvement au tableau. Cette fois-ci, il faut que f de x0, bien sûr, existe, comme tout à l'heure, première condition. Mais la différence maintenant, c'est que on ne suppose plus l'existence de la limite, mais seulement l'existence de la limite à droite, limite de f de x, quand x tend vers x0 plus. Cette limite à droite doit exister. En ce qui concerne la troisième condition, il doit toujours y avoir égalité, donc limite de f de x, quand x tend vers x0 plus, égale f de x0. À nouveau, j'aimerais rapidement illustrer graphiquement cette notion de continuité à droite. Reportons-nous au petit tableau. Prenez un point comme celui-ci. Vous voyez, voilà le point important maintenant du graphique. C'est ce point-là qu'on va appeler maintenant x0. Et bien sûr, puisque ce point appartient au domaine, l'altitude de ce point sera f de x0. Bardia, à votre avis, y a-t-il ici une limite pour la fonction quand x approche x0? Non. Non, car, imaginez toujours ce mur, la mouche provenant de la droite va heurter le mur à l'altitude f de x0, mais pas la mouche provenant de la gauche, car elle heurtera le mur à une altitude, comme vous voyez, bien inférieure. Donc ici, il n'y a pas limite, mais il y a cependant limite à droite, et cette limite à droite est égale à la valeur de la fonction en x0. Donc, les trois conditions de la définition sont bien sûr satisfaites. Et nous allons bien sûr généraliser le concept de manière naturelle en envisageant maintenant la possibilité d'une continuité à gauche. Voyons la définition de la continuité à gauche. Définition 3. Soit E sous-ensemble de R, F sous-ensemble de R, et petit f une fonction de E dans F, et soit x0 à un point intérieur à E, ou un point frontière de E, tel que x0 moins alpha x0 soit contenu dans E pour un alpha positif. Alors, on dit que la fonction f est continue à gauche au point x0, ou en x égale x0, si et seulement si la limite à gauche, limite quand x tend vers x0 moins de f de x, existe, et limite de f de x quand x tend vers x0 moins égale f de x0. À nouveau, essayons de résumer au tableau les conditions importantes de cette définition. F de x0 existe. Cette fois-ci, on suppose l'existence de la limite à gauche, donc limite de f de x quand x tend vers x0 moins existe. Et enfin,
on suppose qu'il y a égalité entre la limite à gauche de f de x, quand x tend vers x0 moins, et la valeur de la fonction f de x0. Voyons à nouveau sur le graphique du petit tableau la signification géométrique. Prenez cette fois-ci un point comme celui-ci. C'est donc celui-ci que je vais maintenant désigner par x0. Son altitude, on l'appellera f de x0. À votre avis, Jonas, y a-t-il ici continuité, ou disons, y a-t-il limite pour commencer? Non, pas du Non, tout. il n'y a pas limite parce qu'il n'y a pas limite Limite à gauche. à droite qui soit égale à la limite à gauche. Il y a seulement une limite à gauche, dont la valeur est f de x0, donc la définition est satisfaite. J'aimerais maintenant revenir sur un point que je n'ai pas encore éclairci, qui était commun aux trois définitions. On a parlé de points intérieurs et de points frontières. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez le domaine de la fonction E. Ce que je assure ici n'appartient pas au domaine. Le domaine est un intervalle ici de l'ensemble des réels. Imaginez que ce point, un point qui est à gauche, voyez, une extrémité gauche de l'intervalle, soit lui contenu. Donc mon intervalle est fermé à gauche, mais ouvert à droite. Peut-il y avoir continuité à gauche en un tel point, à votre avis? Oui. Pensez-vous que l'on puisse approcher ce point de la gauche? Non. Il peut y avoir seulement continuité à droite. Ou bien alors, si vous prenez un point intérieur comme celui-ci, il peut fort bien y avoir à la fois continuité à droite, à gauche, ou l'une ou l'autre seulement. Tous les cas sont possibles. Bien sûr, si vous envisagez le cas où le domaine serait un intervalle de ce genre, par exemple, c'est-à-dire ouvert à gauche, fermé à droite, ce point frontière appartiendrait donc au domaine E, je assure ce qui n'est pas dans le domaine. Cette fois-ci, il n'est pas possible d'approcher ce point par la droite. On ne peut que l'approcher par la gauche. Il y aura donc tout au plus continuité à gauche, jamais continuité ou continuité à droite. Retenez bien ces remarques, car ça nous mènera tout à l'heure à la notion de continuité dans tout un intervalle, et vous verrez que ces notions seront alors importantes. Mais ce que j'aimerais faire au préalable, c'est établir un lien entre les trois définitions que nous venons de voir. La continuité à droite et la continuité à gauche. À votre avis, y a-t-il un lien évident entre ces trois continuités? Pouvez-vous me donner une sorte de théorème de conditions nécessaires et suffisantes de continuité qui s'exprime en fonction de la continuité à droite ou à gauche? Oui. Oui? Alors allez-y. Bon, si la limite à gauche égale la limite à droite. Attention, continuité. Ah. On dira que la fonction est continue si et seulement si. La limite à gauche est égale à la limite à droite est égale à f de x0. C'est ça. Donc s'il y a continuité à gauche et en même temps continuité à droite. C'est un théorème dont la démonstration est très simple. D'ailleurs, voici l'énoncé formel de ce théorème. Théorème, f fonction de E dans f est continue en x0 intérieur à E, si et seulement si f est continue à droite et continue à gauche en x0. Maintenant, cette continuité jusqu'ici n'a été définie, rappelez-vous, qu'en un point ou un certain nombre de points du domaine. Mais imaginez un graphique qui aurait une allure suivante. Un intervalle ici ouvert. Une fonction dont le graphe a cette allure. Si vous réfléchissez un tout petit peu, vous allez vous rendre compte que quel que soit le point intérieur pris dans cet intervalle, il y aura continuité pure et simple. Quand ceci se produira, c'est-à-dire quand une fonction sera continue en tout point d'un intervalle ouvert, on dira tout simplement que la fonction est continue dans l'intervalle ou sur l'intervalle ouvert. Un autre cas commun et courant,
c'est le cas où le domaine est un intervalle fermé, comme celui-ci. Voici le domaine E. Je représente un graphe possible, le voilà. Cette fois-ci, il est intuitivement évident qu'il y a en tout point intérieur continuité. Au point frontière gauche, il y a uniquement ici continuité à droite. Au point frontière de l'autre côté, droit, il y a uniquement continuité à gauche. On dira, quand ces propriétés sont réunies, que la fonction est continue sur l'intervalle fermé borné AB. D'ailleurs, voyons les définitions maintenant formelles de ces deux concepts. Définition. Soit f, fonction de l'intervalle ouvert AB dans R, continue sur AB. Ceci se produira si et seulement si f est continue en tout x0 appartenant à AB, et la fonction f définie sur l'intervalle AB fermé, et dans R, est continue sur AB fermé si et seulement si f est continue sur AB, continue à droite en A et continue à gauche en B. Ce qu'il faut retenir lorsqu'on pense à la continuité dans un intervalle comme ici, c'est la chose très simple suivante. Il est possible de tracer ce graphique, comme vous le voyez, sans lever le crayon. Ceci est vrai dans le cas de la continuité dans cet intervalle ouvert. Ceci est également vrai dans le cas de la continuité dans cet intervalle fermé. Vous voyez, je trace d'abord ce point, ensuite le graphe dans l'intervalle ouvert, ensuite ce point terminal de la fonction. Je n'ai pas du tout eu besoin de lever le crayon de sorte à pouvoir compléter ce graphe. Voilà donc les idées importantes, les définitions essentielles à bien retenir qui sont liées à cette notion, bien sûr, de continuité. Cauchy était d'une exceptionnelle prolixité. À ce sujet, on raconte que le journal de l'Académie des sciences, voyant ses factures d'imprimerie grimper de façon exorbitante à cause des travaux de Cauchy, imposa un maximum de 4 pages au texte publié, une règle toujours en vigueur de nos jours. On doit à Cauchy la création de la théorie des fonctions d'une variable complexe. Nous abordons maintenant le deuxième bloc qui est consacré à la notion de discontinuité. Alors la discontinuité, vous pouvez bien vous en douter, ça va être défini comme quelque chose de très simple, ça va être la négation, le contraire de la continuité en un point. Voyons d'ailleurs la définition formelle. Définition. Soit f, fonction de E dans f. F est discontinue, si et seulement si elle n'est pas continue en x0. On dit aussi que x0 est un point de discontinuité de la fonction. J'ai tracé au tableau un certain nombre de figures qui vont nous aider à comprendre cette notion de discontinuité et en fait qui vont nous permettre aussi de classer les difficultés car il y a plusieurs types de difficultés, plusieurs catégories. Commençons par ce premier graphique. À votre avis, y a-t-il continuité en x0? Non. Non, et il y a plusieurs raisons pour ça. Par exemple, voyez-vous un point sur la verticale correspondant à x0? Non, donc la fonction n'est pas définie en x0. Voyez-vous une limite finie en x0? Non. Non, on pourrait parler de limite infinie, mais certainement pas de limite finie. Donc voilà au moins 2 raisons pour qu'il n'y ait pas continuité. Voyons le graphique suivant. En fait, c'est pratiquement la même chose, sauf que cette fois-ci, la fonction est définie en x0. Voici l'altitude ici du point de la courbe, f de x0. Mais à nouveau, il n'y a pas de limite finie quand on se rapproche de x0, donc il n'y aura pas continuité, par suite il y aura discontinuité. Un nom particulier est donné à ces 2 types de discontinuité. On dit qu'on a affaire à un pôle dans chaque cas. On dit que x0 est un pôle de la fonction. Voyons maintenant l'autre graphique, celui-ci. La fonction, visiblement, a une interruption. Ici, on appelle ça un saut ou un saltus de la fonction en x0. La fonction ne sera pas continue car il y a bien une limite à gauche,
il y a bien une limite à droite, mais la limite à gauche étant différente de la limite à droite, il n'y aura pas de limite. En outre, la fonction n'est même pas définie en x0. Voilà une fonction discontinue en x0. En voici une autre. Celle-ci, en revanche, est définie au point x0, car nous avons ici l'altitude f de x0 du point d'abscisse x0. Il y a limite à droite, il y a limite à gauche, il y a donc une limite, mais la limite, il y a une limite à droite et une limite à gauche, mais qui ne sont pas égales, donc il n'y a pas de limite, donc la fonction est discontinue. Dans le cas de ces deux types de graphiques, on parle en général de discontinuité de première espèce. Retenez ce nom, car on le rencontre assez souvent, discontinuité de première espèce. Les pôles dont on a parlé tout à l'heure étant d'ailleurs quelquefois les discontinuités dites de seconde espèce. Il y a un autre type de discontinuité que j'ai représenté ici, qui est intéressant, car ici, vous voyez, il serait très facile de rendre la fonction continue. Il suffirait de prendre ce point, de le retirer et de le coller ici, dans le trou. Donc on dit que la discontinuité ici est une discontinuité de type corrigible. Alors que dans le cas d'une fonction comme celle-ci, il serait beaucoup plus difficile de corriger la discontinuité, car il faudrait changer la valeur de la fonction, non pas en un seul point comme ici, mais il faudrait tirer vers le bas toute cette partie de la courbe, c'est-à-dire changer la définition de la fonction dans tout un intervalle, dans tout un continuum. Donc, retenez bien ces différences essentielles entre les discontinuités corrigibles et non corrigibles. J'ai représenté ici un exemple qui traîne dans tous les manuels de calcul différentiel. C'est la célèbre fonction de Dirichlet, le jeune Dirichlet. Je vous donne son équation. F de x égale, disons, 0 si x appartient à l'ensemble Q, c'est-à-dire l'ensemble, rappelez-vous, des nombres rationnels, et f de x égale 1 si x n'appartient pas à Q, c'est-à-dire si x appartient à l'ensemble des nombres irrationnels. Eh bien, cette fonction a un graphique intéressant. On saute sauvagement et sans arrêt de l'horizontale à 1 et de l'horizontale à l'altitude 0. Si vous prenez n'importe quel point, x0, il n'y aura pas continuité. Cette fonction est discontinue absolument partout. C'est un cas, bien sûr, un peu extrême. Prenons un autre exemple numérique beaucoup plus simple. Si je vous donne f de x égale x2 moins 1 sur x moins 1 et que je vous demande si cette fonction est continue en x égale 1, qu'allez-vous me répondre? Oui. Attention, si vous simplifiez, vous allez trouver x plus 1 en haut, mais vous allez être obligé d'enlever le point qui correspond à x égale 1. Donc c'est x plus 1 si x est différent de 1. Il y a donc un trou sur cette fonction. La fonction n'est pas définie en x égale 1, donc elle n'est pas continue. Mais il est très facile de la rendre continue, car il suffit de définir maintenant sa valeur si x égale 1. Quelle valeur allez-vous suggérer pour la rendre continue? F de x égale à 2. À 2, c'est ça. 1 plus 1 égale 2, qui est la limite quand on se rapproche de 1 par la droite ou par la gauche. Voilà pour ces types classiques de discontinuité que vous allez bien sûr rencontrer énormément à l'avenir. Avec sa fameuse proclamation que le monde est de nature mathématique, Galilée contribua à créer un état d'esprit, en montrant comment l'abstrait peut être lié au monde de l'expérience et comment, à partir de la réflexion sur la nature des choses, il est possible d'en tirer des lois observables, il devint l'âme du rationalisme mathématique. Le troisième bloc est consacré aux opérations algébriques sur les fonctions continues. Nous allons démontrer plusieurs théorèmes qui seront très utiles. Le premier est le suivant. Il concerne une combinaison linéaire alpha f plus bêta g, soit E, sous-ensemble de R, f, une fonction de E dans R, et G, une fonction de E dans R. Supposons que x0 appartient à E
et que f et g soient continus au point x0. Alors, première propriété, la fonction alpha f plus bêta g pour tout alpha bêta appartenant à R est continue au point x0 et en particulier f plus g et f moins g sont continus en x0. Deuxième propriété, la fonction produit fg est continue au point x0. Voyons tout de suite la démonstration des deux parties de ce théorème. Dans la première partie, nous nous donnons deux fonctions fg que nous supposons continues en x égale x0. Nous nous donnons également deux scalaires, alpha et bêta, dans l'ensemble R. La fonction qui nous intéresse, c'est alpha f plus bêta g, ou alpha f bêta g de x. Et nous voulons montrer qu'elle est continue au point x0. Eh bien, il nous suffit de nous reporter bien sûr à la définition, c'est-à-dire de calculer la limite quand x tend vers x0 de alpha f plus bêta g de x, d'après les théorèmes sur les limites que vous connaissez bien maintenant. Cette limite va pouvoir s'écrire sous une autre forme. Est-ce que vous pouvez m'aider, me dire quelle forme va être commode ici? Alpha limite de f. Oui, alpha limite de f ou de f de x lorsque x Tend vers x0. tend vers x0, Plus bêta limite de g. plus bêta, en effet, limite de g de x lorsque x tend vers x0. Mais comme vous le savez, puisque la fonction f est une fonction continue en x0, sa limite, quand x approche x0, va être le nombre f de x0. Donc, alpha f de x0 ici. De la même manière, là, la limite va être g de x0, donc plus bêta g de x0. Mais ceci, bien sûr, c'est la même chose que alpha f plus bêta g évalué au point x0. Donc nous avons satisfait à la définition de la continuité au point x0 pour cette fonction alpha f plus bêta g. Dans la deuxième partie du théorème, nous envisagions la fonction produit fg ou fg de x. Et nous voulons montrer la continuité de la fonction fg en x0. Eh bien, la démarche est la même. Calculons la limite quand x tend vers x0. Il s'agit visiblement de la limite d'un produit qui sera égal au produit des limites, c'est-à-dire limite de f de x quand x tend vers x0, multiplié par la limite de g de x lorsque x tend vers x0. Mais ces deux limites sont respectivement f de x0 et g de x0, puisque f et g sont continus, et ceci, c'est la même chose que fg évalué en x0. Alors voyez à nouveau, la définition de la continuité en x0 est satisfaite par la fonction fg. En particulier, retenez que si alpha et bêta sont égaux tous les deux à 1, la combinaison linéaire sera une somme, f plus g, et si alpha est égal à 1 et bêta égale à moins 1, la combinaison linéaire sera une différence. Voyons maintenant le théorème suivant qui va s'intéresser à une autre opération classique sur les fonctions continues. Théorème 3, soit E sous-ensemble de R et F fonction de E dans R, G fonction de E dans R. Supposons que x0 appartient à E et que f et g soient continus au point x0. Alors, si g de x est différent de 0 pour tout x appartenant à E, la fonction quotient f sur g est continue au point x0. Voyons la démonstration de ce théorème. Cette fois-ci, la fonction qui nous intéresse, c'est f sur g de x. Nous voulons prouver sa continuité. Nous calculons donc la limite quand x
tend vers x0. Bien sûr, rappelez-vous que par définition, f sur g de x signifie f de x sur g de x. Mais nous avons affaire à un quotient. Rappelez-vous des théorèmes sur la limite d'un quotient. La limite d'un quotient est égale au quotient des limites, donc limite de f de x divisé par limite de g de x quand x tend vers x0. À nouveau, remplaçons ces limites par, respectivement, f de x0 et g de x0, puisque f et g sont continus, mais ceci est la même chose que fg évalué au point x0, d'où l'on déduit, par définition, la continuité de f sur g. Voyons maintenant un corollaire à ce théorème, très rapidement. Soit E contenu dans R, F fonction de E dans R et G fonction de E dans R, supposons que x0 appartient à E, que F et G soient définis au voisinage de x0, continus en x0, et que G de x0 soit différent de 0. Alors la fonction F sur G est continue en x0. Alors c'est essentiellement la même chose, la même démonstration. L'important, c'est de remarquer qu'au lieu de supposer G de x différent de 0 dans tout le domaine, on peut se contenter ici de supposer que g de x est différent de 0 au point x0. Voilà pour cette série de théorèmes que vous allez bien sûr utiliser très souvent à l'avenir. Une autre opération algébrique que vous connaissez bien, c'est l'opération composition de deux fonctions. Il va être important de montrer que si vous composez deux fonctions continues, vous obtenez une fonction continue. C'est en fait la propriété qui est contenue dans le prochain théorème, le théorème 4. Soit E, F, G, H des sous-ensembles de R. F, une fonction de E dans F, et G, une fonction de grand G dans H, telle que F de E soit contenu dans G. Si f est continu en x0 appartenant à E, et si G est continu en f de x0 appartenant à G, alors la fonction composée G rond f, fonction de E dans H, est continue en x0. Voyons tout de suite la démonstration, ou plus exactement, essayons sur un diagramme de comprendre l'idée principale de la démonstration. Nous avons une fonction f, une première fonction que nous supposons continue en x0. Nous avons une deuxième fonction g que nous supposons également continue au point f de x0. La fonction composée g rond f, bien sûr, nous amène directement de E dans H. Rappelez-vous que l'idée principale de la continuité, c'est que si x est très proche de x0, l'image de x sera très proche de l'image de x0. Envisagez un x, donc, qui dans E soit très proche de x0. La première fonction va transporter x en un point, disons ici, f de x, qui aura la propriété d'être proche de f de x0. La deuxième fonction va transporter f de x quelque part ici. La valeur sera g de f de x, et du fait de la continuité de g, g de f de x sera proche de g de f de x0. Maintenant, que peut-on dire en ce qui concerne la fonction composée, g rond f, c'est-à-dire oublions cet intermédiaire pour une seconde, quand x est proche de x0, l'image de x, c'est-à-dire g de f de x, est proche du nombre g de f de x0. Bien sûr, cette démonstration n'est pas rigoureuse. La démonstration rigoureuse, vous allez la trouver dans le manuel, elle est un petit peu plus longue, et elle nécessite l'utilisation de la définition de la limite, la définition symbolique avec les epsilon et les delta. Mais je crois que ceci suffit pour comprendre l'idée de la continuité de la composition. Voyons un exemple simple tout de suite. La fonction racine de x2 plus 1.
Si nous posons f de x égale x2 plus 1 et g de x égale racine de x, alors racine de x2 plus 1, c'est la composition, c'est exactement g rond f de x. Comme vous le savez, la fonction f, x2 plus 1, c'est continu. La fonction g, racine de x, c'est continu. Donc la composition, c'est-à-dire racine de x2 plus 1, sera une fonction continue. Voilà pour ces résultats sur les opérations algébriques sur les fonctions continues. Kepler connut malheureusement une vie remplie d'infortunes et fut réduit pour vivre à composer et à vendre de petits almanachs. Par contre, avec ses travaux énonçant les lois expérimentales du mouvement des planètes autour du Soleil, Kepler fut l'un des précurseurs du calcul infinitésimal. Le but du quatrième bloc que nous commençons maintenant est essentiellement de dresser une sorte d'inventaire des classes de fonctions continues usuelles, en commençant par les plus simples. Et les plus simples, vous pouvez vous douter de quoi il s'agit. Pouvez-vous m'aider? Quelles sont les fonctions les plus simples? Les fonctions continues les plus simples? Fonction constante. Les fonctions constantes, bien sûr. Alors ça, ce sera notre première catégorie. Fonctions constantes de la forme générale f de x égale grand C, où grand C est un nombre réel quelconque. Pouvez-vous imaginer quelle va être la catégorie suivante par ordre de difficulté, après les constantes? Fonction linéaire. Fonction linéaire. Allons-y, fonction linéaire, on dit aussi fonction affine. Celles-là seront de la forme f de x égale ax plus b, où a et b sont bien sûr deux constantes réelles. Ensuite viennent les fonctions qu'on appelle souvent les fonctions puissance. Qui sont de la forme f de x égale x à la puissance n, n étant un entier. On les appelle aussi souvent les fonctions monomiales. Et dans ce cas-là, l'expression générale, c'est souvent de la forme a indice n, x à la puissance n, où a indice n est une constante. Si on ajoute des fonctions puissance, qu'est-ce qu'on obtient à votre avis? Un polynôme. Les fonctions polynomiales. Fonctions polynomiales ou les polynômes. On en a parlé récemment. Leur forme générale, c'est f de x égale a0 plus a1x plus a2x2, etc. jusqu'à an, x puissance n. N, c'est le degré du polynôme, ce qui suppose que a indice n, la constante est différente de 0. Eh bien, comme il s'agit ici d'une somme de fonctions monomiales et que les fonctions monomiales sont continues, rappelez-vous du théorème, la somme de fonctions continues donne une fonction continue. La catégorie suivante a un nom un petit peu spécial et d'ailleurs un peu démodé, mais je le mentionne parce que vous allez le trouver dans des manuels. Les fonctions dites homographiques. Leur forme générale, c'est f de x égale le rapport de deux quantités linéaires. Donc ax plus b divisé par cx plus d. Bien sûr, rappelez-vous du théorème sur la continuité d'un quotient. Pour que cette fonction soit continue, il faudra nécessairement que le dénominateur soit différent de 0. Donc x devra être différent de moins d sur c. Pour toute autre valeur de x, la fonction homographique sera continue. Puisqu'on parle de quotient et qu'on a parlé précédemment de polynôme, il est évident qu'il faut considérer maintenant les quotients de polynômes précisément, p de x sur
Q de x. Vous rappelez-vous du nom qui est donné à cette catégorie de fonctions? Fonction rationnelle. Fonction rationnelle ou fraction rationnelle. Fonction rationnelle. Vous verrez à l'avenir d'autres catégories de fonctions. Par exemple, la contrainte que j'ai imposée ici que n soit un nombre entier n'est pas nécessaire. Quand nous parlerons plus tard de fonctions plus compliquées, exponentielles, etc., vous pourrez enrichir ce catalogue. Mais il y a une catégorie de fonctions dont je veux quand même parler brièvement. Ce sont les fonctions trigonométriques, que les étudiants n'aiment pas beaucoup en général. Fonctions trigonométriques, et la question est de savoir, sont-elles continues, lesquelles sont continues, etc. Alors, prenons les exemples de fonctions trigonométriques les plus simples. Par exemple, sinus x. Est-ce que sinus x est une fonction continue? Oui. Oui. Si vous prenez n'importe quel x0, vous savez que la limite de sinus x, quand x approche x0, c'est précisément sinus de x0. En d'autres termes, la limite de la fonction est obtenue par substitution. Ça, c'est la caractéristique même d'une fonction continue. Donc le sinus est continu. Que pensez-vous de la fonction cosinus x? Oui. Oui, elle est continue aussi. Pouvez-vous me donner la raison? Prenez un x0 quelconque. Quelle est la limite de cosinus x quand x tend vers x0? Cosinus x0. Cosinus de x0, donc vous voyez, une fois encore, la limite est obtenue par substitution, donc il y aura continuité. Ce qui vient après le sinus et le cosinus, bien sûr, c'est toujours la tangente. Rappelez-vous que la tangente, c'est le quotient du sinus sur le cosinus. Dans ce cas-là, il faut penser à la continuité d'un quotient. Est-ce qu'un quotient est toujours une fonction continue? Non. Non, car il ne faut pas que le dénominateur soit 0. Donc, la fonction tangente x sera continue, sauf pour les valeurs de x qui annulent le dénominateur, c'est-à-dire le cosinus. Quelles sont les valeurs qui annulent le dénominateur? Pi sur 2 plus kpi. Pi sur 2, disons 3 pi sur 2, etc. Donc k pi sur 2. Donc il faudra exclure les nombres de la forme k pi sur 2 si l'on veut les points de continuité de la fonction tangente. Pensez maintenant à la fonction cotangente de x. Est-ce que c'est une fonction continue? Non. Une fois encore, vous avez raison, il faut se méfier car, par définition, c'est le cosinus de x divisé cette fois-ci par le sinus de x. Il faut donc que le sinus de x soit différent de 0 si l'on veut qu'il y ait continuité. Quelles sont les valeurs de x qui rendent le sinus égal à 0? Capi. Kpi, c'est ça, x égale 0, pi, 2pi, donc d'une manière générale, kpi. Bon, vous verrez d'autres fonctions trigonométriques plus compliquées à l'avenir, les fonctions trigonométriques inverses par exemple, et vous verrez que la plupart de ces fonctions sont continues. J'aimerais faire maintenant un exercice, et vous allez m'aider à le faire. Si je prends une fonction de la forme f de x égale sinus x à la puissance 5, est-ce que cette fonction est continue? Oui. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez le justifier? Car ça ne fait pas partie des catégories que j'ai envisagées ici. En tout cas, je n'ai pas inclus sinus x puissance 5 parmi mes fonctions trigonométriques. Alors, pourquoi est-ce continu? Parce que c'est le produit d'une... Produit, en effet, vous avez une très bonne justification ici. Si vous considérez sinus x puissance 5 comme sinus x par sinus x par sinus x, etc., 5 fois, vous avez un produit de 5 fonctions continues. Et rappelez-vous du théorème qui dit que le produit de 2 fonctions continues est continu, et plus généralement, le produit d'un nombre fini de fonctions continues est continu. Si je vous donne maintenant une autre fonction, appelons-la g de x, qui serait de la forme cosinus de x à la puissance 5. Attention, ce que j'ai en tête, c'est x à la puissance 5, pas le cosinus. Est-ce que c'est une fonction continue? Oui. Pouvez-vous justifier ça?
Mais c'est parce que cosinus x est continu et x à la puissance 5 continue. C'est ça. Donc ce que vous utilisez implicitement, c'est le théorème qu'on a vu tout à l'heure sur la composition de fonctions continues. En effet, si vous pensez à f de x égale x puissance 5, c'est continu puisqu'il s'agit d'une fonction puissance. Si vous pensez maintenant à g de x égale cosinus x, c'est bien sûr une fonction trigonométrique continue, elle est dans notre liste, et la composition de ces deux fonctions, c'est précisément le cosinus de x puissance 5, donc ce sera continu. Dernier exercice sur les fonctions trigonométriques, si je vous donne h de x égale, disons, 1 sur le cosinus de 2x, est-ce que c'est une fonction continue? Non. Non, là, il y aura un problème pour les racines du dénominateur, c'est-à-dire qu'il faudra voir dans quel cas 2x est égal à pi sur 2 ou à 3pi sur 2, etc. Donc, il y aura des points à exclure. Graphiquement, ces racines du dénominateur correspondront, quand on fera les graphiques des fonctions, à, en général, des asymptotes verticales de cette famille de fonctions. Voilà pour ce catalogue relativement sommaire. Abel passa comme une étoile filante dans le firmament des mathématiques, puisqu'il connut une mort tragique à l'âge de 27 ans. En plus d'un théorème, on lui doit la découverte de la propriété fondamentale des intégrales, dite de nos jours abélienne. Le cinquième bloc, qui est le dernier, a essentiellement pour but d'étudier les propriétés de fonctions qui sont continues sur un intervalle fermé et borné, AB, ce qu'on appelle très souvent un intervalle compact. Il y a essentiellement deux théorèmes à énoncer et voyons le premier qui est intitulé « Théorème du maximum et du minimum ». Théorème 5. Soit E sous-ensemble de R, F sous-ensemble de R, et grand I égale AB, un intervalle fermé et borné, tel que grand I est contenu dans E. Soit petit f, fonction de E dans F, que nous supposons continue dans grand I. Alors, première propriété, l'ensemble f de grand I, c'est-à-dire f de AB fermé, contenu dans f de E, contenu dans F, est un ensemble borné dans R, donc les nombres réels, grand M égale sup de f de x, quand x appartient à AB, et petit m égale inf de f de x, quand x appartient à AB, sont bien définis. Deuxième propriété, chacune des bornes grand M et petit m de f sur le segment AB est effectivement atteinte, ce qui signifie qu'il existe x indice petit m et x indice grand M dans AB tel que f de x indice grand M égale grand M, égale donc le maximum de f de x quand x appartient à AB, et f de x indice petit m égale petit m, égale minimum de f de x quand x appartient à AB. Je ne vais pas vous donner la démonstration de ce théorème, d'ailleurs on ne la donne jamais dans un cours de première année. Si vous voulez vraiment voir la démonstration, il faudra en général attendre votre troisième année de mathématiques. Néanmoins, j'aimerais donner une idée de ce théorème, dont l'énoncé était visiblement très long, mais qui en fait se résume par une phrase très simple. Si une fonction est continue dans un intervalle fermé borné, alors cette fonction a un point le plus haut, le plus élevé, un maximum donc, et cette fonction a un point le plus bas, le moins élevé, donc un minimum. Donc traçons le graphique d'une fonction qui serait continue sur un intervalle fermé et borné dans un système d'axes. Voilà. X, O, Y, une fonction de ce type dont le domaine est un intervalle fermé, ça c'est une hypothèse essentielle du théorème, appelons-le l'intervalle AB. Eh bien, il est évident sur ce graphique qu'il y a un point le plus haut, le voilà.
Voilà le point le plus haut du graphe. C'est là que la fonction atteint une valeur maximale, grand M, et cette valeur maximale est atteinte en l'abscisse x indice grand M. Il y a également un point le plus bas, le voilà, dont l'altitude est petit m, et dont l'abscisse est x indice petit m. Et l'on a bien f de x indice grand M égale grand M, et f de x indice petit m égale petit m, c'est-à-dire que les deux bornes, supérieures grand M, inférieure petit m, sont effectivement atteintes. Il est très important d'utiliser dans ce genre de théorème un intervalle AB qui soit fermé en A aussi bien qu'en B, car imaginez que l'on prenne un intervalle ouvert, par exemple, au lieu d'un intervalle fermé. Imaginez une fonction qui aurait cette allure et qui serait définie seulement dans un intervalle ouvert AB. Eh bien, cette fonction a visiblement un minimum. Mais a-t-elle un maximum? Et atteint-elle son maximum? Pouvez-vous dire que ce point, c'est un point le plus haut de la courbe? Non. Les étudiants font souvent des erreurs à cet endroit-là. Ça n'est pas le point le plus haut, car ce point n'est pas atteint. Plus on se rapproche ici de A par la droite, plus la valeur de la fonction va croître, mais on ne va jamais atteindre réellement un maximum. Donc, le théorème du maximum-minimum, visiblement, ne s'applique pas dans ce cas-là, et ça n'est pas surprenant, car l'intervalle que nous avons utilisé est un intervalle ouvert, ça n'est pas un compact. Je crois qu'une manière assez commode de se rappeler du théorème du maximum et du minimum, c'est de penser au cheminement d'un avion dans le ciel. Imaginez que ceci soit la trajectoire suivie par un avion et que la variable x soit la variable temps. Imaginez qu'au temps petit a, l'avion soit à l'altitude de 10 000 mètres et que 20 minutes plus tard, au temps b, l'avion soit à nouveau à la même altitude, 10 000 mètres. Si l'on suppose que l'avion n'a pas conservé constamment la même altitude, donc si on exclut le cas d'une trajectoire absolument horizontale, d'une fonction constante, il est bien évident qu'il y aura dans ce cheminement un point le plus haut, un point le plus bas. Il y aura un maximum, il y aura un minimum. Pourquoi? Parce que physiquement, il est évident que la trajectoire d'un avion doit être une trajectoire continue. Heureusement d'ailleurs, car si la trajectoire n'était pas continue, ça voudrait dire qu'il y a une catastrophe. Voilà pour ce théorème. Passons maintenant au théorème suivant qu'on appelle souvent le théorème de la valeur intermédiaire. Théorème 6. Soit E, sous-ensemble de R, F, sous-ensemble de R, et grand I contenu dans E à un intervalle quelconque. Soit petit f, fonction de E dans F, que nous supposons continue dans grand I. Alors, si A et B appartiennent à grand I, et si K appartient à R et est tel que f de A plus petit que K plus petit que f de B, il existe au moins un nombre C situé strictement entre A et B tel que f de C soit égal à K. Ici encore, je ne vais pas vous donner la démonstration, elle est difficile, comme c'est souvent le cas en mathématiques. Les choses qui se comprennent du premier coup lorsqu'on lit un énoncé sont souvent les plus compliquées à démontrer effectivement. Mais essayons sur un graphique à nouveau de comprendre la signification de ce théorème du maximum-minimum. Pardon, de ce théorème de la valeur intermédiaire. Je trace une courbe continue sur un intervalle fermé, l'intervalle AB. Je choisis un nombre quelconque, je vais l'appeler K, entre f de A et
f de b. Et le théorème dit qu'il existe au moins un nombre petit c, situé strictement entre a et b, tel que f de petit c soit égal à k. Voyez-vous ce petit c? Fais la parallèle à l'axe des X. Voilà, traçons la parallèle à l'axe horizontal. Elle coupe la courbe en un point dont l'abscisse est C strictement en A et B. Là encore, l'analogie avec la trajectoire d'un avion est commode. Si un avion est passé de l'altitude 10 000 mètres à l'altitude 20 000 mètres, si vous prenez n'importe quelle altitude intermédiaire entre 10 000 et 20 000, eh bien, prenez 15 000 par exemple, il y aura bien eu un moment au cours du voyage où l'avion aura atteint cette altitude de 15 000 mètres. Pensez aussi au mouvement d'un ascenseur. Si un ascenseur va du premier étage au 15e étage, eh bien l'ascenseur va passer par tous les étages intermédiaires, sauf peut-être dans certains bâtiments où les gens superstitieux évitent le 13e étage. Alors il n'y a pas de numéro 13 dans les ascenseurs. Mais ceci, bien sûr, est un exemple un petit peu artificiel. Alors, retenez donc ce théorème de la valeur, dite intermédiaire. Ce sera souvent le point de départ de résultats intéressants à l'avenir. C'est un investissement, disons, pour l'avenir. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce genre de théorème, qui, en général, est facile à comprendre, mais une fois encore, vous ne pourrez pas, dans l'immédiat, voir la démonstration rigoureuse. Non, pas de question. Pas de questions? Non, Ça vous pas semble clair? Très bien. Eh bien, écoutez, ainsi se termine cette présentation du concept de continuité d'une fonction réelle. Nous vous engageons maintenant à résoudre les exercices du manuel qui sont relatifs à cette notion. Et la prochaine fois, nous aborderons un autre concept essentiel du calcul différentiel, celui de dériver d'une fonction qui va nous occuper pendant plusieurs émissions. À bientôt!